Bonjour Delphine. Bonjour, bonjour Aurore, bonjour à tout le monde. Et bonjour Elora. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis Delphine Doré-Possonnet, directrice de promotion santé Île-de-France et je suis vraiment ravie de vous accueillir pour ce deuxième webinaire consacré à la littératie en santé on co-organise avec l'ARS Île-de-France et Promotion Santé Île-de-France. Donc, bienvenue à tout le monde, sachant que vous êtes très nombreux à vous être inscrits. Donc, je pense que certains sont en train de se connecter. Donc, bienvenue à tout le monde. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier Elora Escandé de l'ARS Île-de-France qui nous permet d'animer ce webinaire également. Donc, on va peut-être attendre quelques instants encore pour l'ouverture de ce webinaire afin que tout le monde puisse se connecter tranquillement. Et on va démarrer dans 2-3 minutes. Donc, merci à tous de votre patience. Donc, peut-être pour pas prendre trop de retard pour ce webinaire consacré à la littératie en santé, je vais vous proposer qu'on démarre ce webinaire. Donc, je vous remercie encore tous et toutes de vous connecter à ce webinaire. Donc, on attend un certain nombre de participants. Là, pour l'instant, vous êtes à peu près 140, mais je crois que vous étiez plus de 400 à vous être inscrits. Donc, merci à tout le monde. Peut-être en introduction, avant de vous représenter le programme, j'aimerais un petit peu revenir sur pourquoi on a consacré ce webinaire au concept de littératie en santé, pourquoi c'était important pour Promotion Santé Île-de-France et l'ARS de consacrer ce webinaire à ce concept, puisque c'est un concept, comme vous le savez peut-être, relativement récent dans le champ de la recherche en France, et c'est en même temps un concept qui prend de plus en plus d'importance. Le niveau de littératie influence en effet certains déterminants de la santé. Alors, je pense qu'il y a des micros qui ne sont pas coupés. Si vous pouvez couper vos micros. C'est ça qu'on a pensé hier, mais j'ai... Ou peut-être, Elora, vous pouvez couper tous les micros, s'il vous plaît, parce que c'est vrai que du coup, voilà, merci beaucoup. Donc, excusez-moi, je reprends, mais juste pour dire qu'effectivement, c'est un concept à la fois nouveau, mais qui prend de plus en plus de l'importance en France, puisque le niveau de littératie influence en effet certains déterminants de la santé, alors comme les comportements de santé, l'utilisation des services de santé, la participation des usagers citoyens, et effectivement, ce sont des exemples. Et comme vous le savez aussi, peut-être pour la plupart d'entre vous, il existe un lien très important entre littératie et inégalité sociale et territoriale de santé. Et la littératie représente donc souvent un levier d'action pour les professionnels des secteurs sanitaires, médico-social, social et éducatif. Alors c'est pourquoi à l'ARS Île-de-France, il y a eu le développement d'un projet d'envergure depuis quelques années, justement. L'ARS s'est saisie de ce concept. C'est pourquoi je vais laisser la parole à Cécile Cazé, qui est chef de projet appui au dossier stratégique en périnatalité au sein du département périnatalité, santé des femmes, santé des enfants, à la direction de la santé publique à l'ARS Île-de-France. Elle va justement nous présenter en introduction ce projet d'envergure mené par l'ARS Île-de-France. Bonjour à tous, merci Delphine pour l'introduction. Effectivement, l'ARS a travaillé sur, sur un projet de promotion de la littératie en santé, spécifiquement sur la périnatalité.
puisque, comme vous le savez sûrement, dans le PRS 3 de l'agence, il y a un axe 1 qui s'appelle développer la prévention, la promotion de la santé et renforcer le pouvoir d'agir des habitants. Et la périnatalité est une des priorités du PRS, notamment au regard des indicateurs défavorables de la santé périnatale en Île-de-France. Pour vous donner un exemple, la mortalité infantile en Île-de-France est de 4,3 pour 1000 en Île-de-France contre 3,6 pour 1000 en France hexagonale, hein, hors Drôme. Et ce, depuis plusieurs années, ce qui a conduit l'agence en 2012 à lancer un programme qui s'appelle le programme REMI pour réduction de la mortalité infantile, qui s'est initialement décliné en Seine-Saint-Denis, qui avait plus de 40% de surmortalité enregistrée. Et ce programme se décline maintenant sur plusieurs territoires d'Île-de-France, là notamment où les indicateurs sont défavorables, voire même s'aggravent. Dans le cadre de ce programme, il y a eu plusieurs actions qui ont été déjà mises en place, hein, et qui fonctionnent. Et puis, il y en a d'autres qui sont en expérimentation. Et c'est là que rentre le projet de littératie en santé dont je vais... Cécile, vous n'avez plus de son? Ah, c'est bon, c'est revenu? Oui, donc on vous Pardon. entendait plus, mais vous pouvez D'accord. reprendre du coup. Donc, je vais reprendre. Je ne sais plus où vous m'avez, où je m'étais arrêtée du coup. Donc, on a travaillé sur la littératie en santé, puisque c'est effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, c'est un déterminant de santé majeur dont il faut se saisir. Et c'est pour ça qu'on a travaillé sur une expérimentation en 3 phases qui a démarré en septembre 2023 avec pour objectif d'améliorer le niveau de littératie en santé des femmes à l'occasion de leur grossesse et de favoriser la mise en place d'environnements, ce qu'on appelle pro-littératie en santé en périnatalité. Et la première phase a consisté à faire un diagnostic des profils des femmes enceintes sur la littératie en santé. Donc, on a passé un questionnaire, le HLQ, qui est reconnu qui est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé. Et les résultats ont été publiés récemment dans le BEH en juin, dans le BEH numéro 12, où on pouvait voir effectivement l'ensemble du travail et l'ensemble des profils qui ont été identifiés. À l'issue de cette première phase de description des profils, eh bien, on a mis en place un plan d'action et on a travaillé du coup par atelier avec des partenaires du terrain qui s'étaient engagés dans la première phase, mais qu'on a élargi à d'autres partenaires qui pourraient contribuer à développer des actions. À développer des actions sur la région. Et l'ensemble de ces travaux ont conduit à l'élaboration d'un guide pédagogique pour la littératie en santé qui va vous être présenté juste après. Donc, je ne vais pas m'y attarder puisque Anne Laurent de Pas de Côté en santé va le faire. Va le faire. Et on est actuellement dans une phase de mise en œuvre de projets où en fait l'agence va accompagner des projets de littératie en santé en périnatalité. Mais vous verrez que finalement, dans ce guide, dans les pistes d'action qui sont évoquées, finalement, peuvent très largement être utilisées pour d'autres thématiques. Nous, c'est la périnate, mais ça pourrait être très bien utilisé pour d'autres. Voilà, donc faut pas oublier qu'effectivement, la littératie en santé, elle est diverse et complexe. Ça prend énormément de dimensions. Et que même si ça tend à suivre le niveau de littératie en santé des femmes tend à suivre un gradient social, il faut faire attention parce qu'il y a des femmes qui ont des points forts et des points faibles et sur lesquels il faut avoir une vue d'ensemble pour pouvoir les accompagner au mieux. Et surtout, il faut sortir d'une logique individuelle, de ne pas reposer la responsabilité du niveau de littératie en santé sur les individus ou sur les femmes, mais plutôt de tendre vers une responsabilité collective, c'est-à-dire travailler sur les environnements propices à la littératie en santé dans le système de santé. Voilà, donc c'était le projet. Voilà, donc là on est vraiment sur la phase de déploiement, de soutien pour la partie projet d'acteur. Et donc je vous repasse la parole pour la suite du programme. Ben, un grand merci Cécile pour votre présentation à la fois très claire et synthétique qui montre l'engagement aussi de l'ARS sur ces questions de littératie, en particulier en périnatalité. Donc, je vais vous présenter un petit peu le programme que vous avez aussi à l'écran et qui vous a été transmis. Alors, tout d'abord, on a vraiment
ben, un immense plaisir à faire intervenir donc le professeur Aurore Marga, qui est directrice du LEPS, Laboratoire Éducation et Promotion en Santé à l'Université Sorbonne Paris-Nord. Donc, grâce à Aurore Marga, on va avoir un éclairage notamment de la recherche, mais sur le concept de littératie, notamment avec les principaux enjeux spécifiques à l'ère du numérique. Ça va nous aider à mieux comprendre les enjeux de ce concept et en particulier de la littératie en santé numérique. Et puis, alors, ce qu'on vous propose à chaque fois, c'est de pouvoir poser vos questions à chaque intervenante. On vous laissera 10 minutes de questions-réponses. Alors, on vous propose d'utiliser plutôt non pas la conversation, mais le Q&R, où vous pourrez poser vos questions aux intervenantes, notamment dans un premier temps à Aurore Marga. Voilà, et on pourra donc faire part des questions, les synthétiser, qu'on aura 10 minutes, donc ça passe très très vite. Donc merci de respecter ce temps d'échange réponse à cet endroit en particulier. Et puis après, on a l'immense plaisir également d'accueillir pour une intervention Anne Laurent, comme le disait Cécile Cazet, qui est chargée de projet à l'association Pas de Canté en Santé, et qui nous présentera plus spécifiquement le travail qui a été réalisé sur le guide Littératie en santé et en périnatalité qui est paru en avril 2025. Et comme le disait très justement Cécile Cazet, c'est à la fois bien sûr une illustration du concept de littératie à travers la périnatalité, mais cela peut être aussi un guide que tous les professionnels de différents secteurs peuvent s'approprier pour effectivement, bien sûr, se l'approprier et permettre de l'adapter à leur propre secteur. Donc, à la suite de l'intervention d'Anne, Laurent, on vous laissera encore 10 minutes de questions-réponses, toujours dans le Q&R, voilà, où vous pourrez effectivement poser toutes vos questions à Anne. Et puis, en fin de webinaire, donc on espère vous avoir encore très nombreux jusqu'à la fin. Donc, ma collègue Margot Boupiès, qui est chargée de projet à Promotion Santé de France, vous présentera quelques ressources sur la littératie en santé, voilà, notamment notre dossier, comprendre et agir sur cette question, afin que vous ayez un certain nombre de ressources possibles pour poursuivre vos réflexions. Je vais tout d'abord laisser la parole donc au professeur Aurore Marga, que je remercie vivement à nouveau de son intervention. Merci Delphine. Je vais tenter de partager mon écran. Vous me direz si vous le voyez bien. Je vais essayer de passer en grand écran. Vous voyez un grand écran? C'est tout bon? Je peux y aller? Oui, ok. Non, 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 moi je suis toujours en petit écran là. J'ai toujours un petit écran. Et là? Ah, alors là, non, c'est le mode projection, c'est-à-dire qu'on voit vos notes à côté. Il n'y en a pas, mais c'est pas très. Ouais, c'est pas super. Ça, on voit la diapo d'après, voilà. C'est le mode de Alors, présentateur. Excusez-moi, normalement, il faut mettre le PowerPoint ouais, je sais, en c'est en mon mode problème, c'est que j'ai deux présentation. écrans. Oui, 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 j'y suis, mais comme j'ai deux écrans, je pense que ça fait bugger. oui. Là, vous le voyez ou pas? Vous êtes toujours en mode. Attendez, on va essayer. Hop, hop. On va recommencer. Le premier était mieux. On va essayer encore de faire mieux. Et là? Parfait. Oui, ça va. C'est bon, là, c'est bon. C'est Oui, bon, c'est bon. parfait. Merci. Super, très bien, merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, grand merci à Promotion Santé Île-de-France de m'avoir convié ainsi qu'à l'ARS pour parler de cette question de la littératie en santé. Je travaille à peu près depuis un peu plus de 10 ans. Et donc, avec vous, là, durant cette vingtaine de minutes, je vais essayer de revenir sur ce concept pluriel, en tentant en tout cas de faire des focus sur ces enjeux spécifiques à l'ère du numérique.
Alors, avant de débuter, j'aimerais qu'on revienne tout de même sur le concept même de littératie qui nous semble assez jeune en France et pourtant qui existe depuis les années 60-70 en Amérique du Nord. Alors, un concept qui a évolué et qui est défini aujourd'hui par l'OCDE comme l'aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante, à la maison, en milieu professionnel, mais aussi dans un contexte scolaire en vue d'atteindre des buts personnels et d'étendre ses connaissances et ses capacités. Pour ainsi dire, ces compétences en littératie, on les mobilise au quotidien pour lire un roman, pour lire le journal, pour lire des horaires de train ou encore pour lire nos relevés de comptes bancaires. Donc finalement, ce sont des compétences véritablement du quotidien. Il faut savoir que cette question de la littératie peut se distinguer en niveaux et le programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes mené par l'OCDE distingue 5 niveaux de littératie. Alors, je ne vais pas forcément tous les décrire, mais ce qui est important de retenir, c'est que les niveaux les plus élevés sont les niveaux 4 et 5, mais surtout le niveau à atteindre pour être autonome dans la vie de tous les jours dans un pays industrialisé, c'est le niveau 3. Il est intéressant d'avoir ceci en tête. Pourquoi? Eh bien parce que aujourd'hui, en France, selon la dernière étude de l'OCDE qui a été publiée en 2024, eh bien, près d'un adulte sur deux n'est pas en capacité de lire cette diapositive ou autrement dit, près d'un adulte sur deux âgé entre 18 et 65 ans n'a pas ce niveau 3 pour fonctionner au quotidien avec ses compétences en littératie. Ce chiffre amène finalement à positionner la France comme un mauvais élève au classement des compétences en littératie au niveau des pays faisant partie de cette évaluation des compétences en littératie des adultes. Et donc, sur les pays de l'OCDE, vous voyez, la France, là, que j'ai identifié avec la flèche bleue, se trouve en deçà de la moyenne de l'OCDE, avec un pourcentage non négligeable. Je ne sais pas si vous voyez bien ma flèche, mais j'essaie de la faire bouger avec un pourcentage, donc à peu près de 50% des adultes qui n'atteignent pas le niveau 3, qui permet de fonctionner de façon autonome au quotidien avec ses compétences. Autre chiffre alarmant, c'est que finalement, on a seulement 9% des adultes qui maîtrisent parfaitement la compréhension de l'écrit, donc atteint ce niveau 5 que j'ai présenté rapidement tout à l'heure, et qui peuvent comprendre des textes complexes et surtout les manipuler et les utiliser pour le quotidien. Ces chiffres, ils nous poussent à revenir sur finalement un constat qui est que nous avons une véritable fracture sociale et générationnelle en matière de littératie. Tout d'abord, l'âge. Près de la moitié, c'est-à-dire 48% des 55-65 ans, ont des difficultés à lire et à écrire, contre seulement 17% des 16-24 ans. Et je me réfère toujours à cette étude de 23-24 de l'OCDE. Deuxième élément, le niveau de diplôme. On sait que 58% des personnes sans diplôme ou ayant un niveau CAP, BEP sont en situation de faible littératie, contre 8% des diplômés du supérieur. Et enfin, l'origine sociale et géographique. 60% des personnes nées hors de France et dont la langue maternelle n'est pas le français sont en situation de faible littératie, contre 22% des personnes nées en France. Le numérique est un facteur aggravant. Dans cette étude de l'OCDE, les compétences numériques ont aussi été évaluées et on sait que 45% des 55-65 ans sont en difficulté pour utiliser des outils numériques dans leur quotidien. Un faible niveau de littératie numérique a des conséquences sur le quotidien de ces personnes. Finalement, elle exclut une partie de la population des services publics en ligne. Et on sait qu'il y en a de plus en plus, mais aussi des offres d'emploi et même de l'accès à l'information du quotidien, ce qui accentue inévitablement les inégalités et freine l'inclusion sociale. Alors, ceci étant dit, qu'en est-il du point de vue de la santé? Quel lien pouvons-nous faire entre littératie et santé? Eh bien, ce que nous savons, c'est que le niveau de littératie est fortement corrélé au niveau de littératie en santé des personnes.
la littératie en santé recouvrant les caractéristiques personnelles et les ressources sociales nécessaires des individus et des communautés afin d'accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information et les services pour prendre des décisions en santé. Cette question de la littératie en santé, elle peut être prise sous un prisme individuel, évidemment, mais on sait qu'il y a également un niveau populationnel de littératie en santé, et ce tout combiné a un impact direct sur la capacité des personnes à utiliser les services de santé, sur les comportements de santé de façon générale, qu'ils soient de prévention ou de soins, sur la participation de personnes, sur l'équité, et donc plus globalement, on sait que la littératie en santé va avoir un impact sur les coûts en santé, sur les résultats, sur l'empowerment des personnes et sur le développement durable. Ceci étant dit, nous avons également quelques chiffres grâce à la dernière étude sur la littératie en santé parue, ou en tout cas qui a été conduite en 2021. Et ces chiffres vont a priori dans le sens des chiffres que je vous ai présentés sur la littératie générale tout à l'heure. Si on les reprend un peu plus en détail, on sait tout d'abord, grâce à cette étude, que 44% des adultes interrogés dans le cadre de cette étude ont des difficultés pour accéder, comprendre, évaluer et utiliser l'information utile pour sa propre santé. On sait aussi que nous avons 73% des adultes qui sont en difficulté pour accéder, comprendre, évaluer, utiliser l'information utile pour naviguer cette fois-ci dans le système de santé. Nous savons également, toujours grâce à cette étude, que 29% des adultes se sentent en difficulté pour communiquer avec des professionnels de santé. Et enfin, 72% des adultes sont en difficulté pour utiliser des outils du numérique en santé. Alors, ce dernier chiffre renvoie à la question de la littératie en santé numérique, un concept qui est au croisement de plusieurs compétences finalement. Et cette dimension de la littératie en santé numérique renvoie à l'usage des technologies, certes, mais aussi aux environnements digitaux, c'est-à-dire les sites, les applications, les réseaux sociaux, la télémédecine, mais aussi toutes les plateformes administratives en lien avec la santé. Les publics socialement vulnérables, plus défavorisés, rencontrent davantage de difficultés d'accès, de compréhension et d'évaluation des informations numériques de santé. Et cette fracture numérique ou ces fractures numériques concernent certes les usages et les compétences, mais aussi l'accès matériel qui peuvent entraîner, in fine, une exclusion sociale et un non-recours aux droits. Mais j'imagine que, évidemment, vous l'aviez bien en tête, tout ça. Alors, jusqu'à présent, je vous ai présenté une approche, comme on le disait tout à l'heure en introduction, très individuelle de la littératie. Et c'est sans doute cette approche qui a été la plus travaillée sur les 20 dernières années, en tout cas dans nos contextes. Néanmoins, lorsqu'on s'interroge sur ces questions de la littératie, on se rend compte que, certes, la littératie, ce sont des compétences individuelles, mais c'est aussi la rencontre avec un système de santé qui est finalement bien souvent peu intelligible ou insuffisamment intelligible. Et donc, ces constats ont poussé les chercheurs, les auteurs, à aborder une nouvelle approche de la littératie qui renvoie à l'approche organisationnelle, c'est-à-dire ce concept de littératie en santé organisationnelle. La littératie en santé organisationnelle a été définie par plusieurs auteurs. J'ai fait le choix de reprendre là pour vous la définition de Braque qui fait consensus dans la littérature scientifique. Braque qui définit la littératie en santé organisationnelle non plus comme cette approche individuelle, mais comme le degré selon lequel les organisations permettent équitablement aux individus mais aussi aux populations de trouver, comprendre, utiliser l'information et les services afin de prendre des décisions éclairées concernant leur santé. Alors, Braque a travaillé sur les attributs de ce qu'on pourrait appeler une organisation dite health literate ou alors encore pro-littératie. Eh bien, une organisation pro-littératie, ce serait une organisation qui fait déjà de la littératie en santé une priorité, c'est-à-dire qu'elle l'intègre dans ses missions, sa vision, ses objectifs stratégiques
au quotidien. C'est également une organisation qui pense la littératie, qui l'intègre dans sa planification, dans son évaluation et dans sa démarche qualité, c'est-à-dire dans son amélioration continue. C'est également une organisation qui prépare ses professionnels à penser, prendre en compte la littératie en santé en formant le personnel à une communication plus claire, plus adaptée à ses usagers. Ce sont également, ou c'est plutôt également une organisation qui intègre les personnes concernées dans la conception et l'évaluation des services en pensant finalement des approches qui seront en lien avec les besoins en littératie en santé de ces personnes. Les besoins en littératie sont également pris en compte, mais sans stigmatisation, selon des principes d'universalisme proportionné. On apportera des réponses en fonction des besoins de chacun. La communication interpersonnelle doit être pensée comme clairement, efficacement, c'est-à-dire qu'il s'agira d'utiliser un langage simple en vérifiant la compréhension et reviendra sur cette méthode du teach-back qui pourra sans doute, dont vous pourrez vous emparer très facilement et tout de suite après nos interventions. L'accès et la navigation dans les services de santé doivent également être facilités, orientation, signalisation, rendez-vous, procédures simplifiées pour une meilleure compréhension et compréhensibilité de chacun. Les documents écrits et multimédia sont faciles à comprendre et à utiliser avec un matériel adapté, testé auprès des usagers et conforme aux principes de clarté. Et puis enfin, une attention particulière est portée aux situations à haut risque, transition de soins, consentement éclairé, gestion des médicaments. Et les coûts et la couverture sont communiqués clairement, c'est-à-dire que les usagers, il est important qu'ils puissent comprendre ce qui est couvert, ce qui ne l'est pas, et quelles sont les implications financières concernant la santé, les soins. Alors, ceci étant dit, vous allez me dire très bien, tout ça c'est de la théorie, mais en pratique, moi, dans mon quotidien, comment j'accompagne les équipes, comment, en tant que soignant, en tant qu'intervenant du champ du social, peut-être, je peux faire. Alors, j'ai essayé de revenir, ou je vais essayer de revenir avec vous sur nos possibilités d'action. Je pense que la première chose à se dire, c'est que il faut être en capacité de mobiliser, de conjuguer plusieurs approches au service de la littératie en santé. Des approches qui peuvent relever à la fois d'interventions simples, qui permettent de rendre plus intelligible l'information en santé au quotidien, conjuguées à des interventions dites plus complexes, qui cette fois ont vraiment pour objectif non pas de simplifier, de rendre plus accessible l'information, mais aussi d'élever le niveau de littératie en santé des personnes, et le tout en pensant à un environnement qui se veut pro-littératie, c'est-à-dire plus favorable à l'expression des compétences de chacun, et que finalement cet environnement puisse être plus à disposition des besoins du plus grand nombre. Alors, si on revient un peu plus précisément sur ces interventions dites simples et complexes, j'ai eu à cœur là avec vous, parce que le temps est contraint, de revenir peut-être sur deux types d'interventions simples que vous pourrez mobiliser ou développer avec vos équipes juste après l'intervention. La première, c'est le teach-back méthode que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire la simplification du discours médical. Cette approche permet dans le quotidien déjà de transformer le rapport qu'on va avoir dans l'information avec le public usager. C'est un outil de communication basé sur la reformulation qui n'est pas du tout nouveau. Dans les années 70, on l'a déjà initié, testé et on a montré son efficacité. Et cette méthode consiste à se dire que tous les 2-3 messages, on s'arrête et on permet à la personne de reformuler ce qu'elle a compris de nos messages. Alors, sans faire peser sur l'individu l'incompréhension du message, mais plutôt en disant, voilà, je vous ai dit beaucoup de choses, ce que je pourrais d'ailleurs faire avec vous tout de suite maintenant, je vous ai dit beaucoup de choses, je ne suis pas sûre d'avoir été très claire. Qu'est-ce que vous en avez compris? Qu'est-ce que vous en retenez et comment vous pensez pouvoir appliquer ça dans votre quotidien? Et l'idée étant de pouvoir permettre une reformulation si jamais on s'aperçoit que la personne n'a pas forcément bien compris le message qu'on a pensé lui délivrer. Autre intervention simple qui peut être mobilisée dans le quotidien, c'est la simplification ou le fait de rendre nos documents écrits plus intelligibles, en partant du postulat que notre information doit être claire, courte, précise, hiérarchisée et plus ou moins illustrée d'images
Je dis plus ou moins parce que c'est à condition que nos images renvoient bien l'idée que l'on souhaite faire porter à notre document écrit. Pour cela, quelques outils, notamment celui de Santé publique France, avec ce guide sur justement la communication écrite en santé pour tous, qui vous permettra, et qui est accessible en ligne, hein, sans aucun souci, qui vous permettra, à travers quelques critères et indicateurs, de pouvoir évaluer vos outils écrits et revenir sur leur formulation si c'était nécessaire. Alors, voilà la présentation de quelques interventions, je dirais, simples qui permettent de faciliter l'accessibilité de nos informations, qu'elles soient orales ou écrites. De façon plus générale, si je devais revenir avec vous sur finalement qu'est-ce que c'est mettre en œuvre une approche pro-littératie, eh bien, c'est tout d'abord se dire qu'il est important de nous d'adosser nos actions à des politiques qui se veulent intersectorielles, c'est-à-dire qui ne se pensent pas qu'au prisme de la santé, mais qui contribuent au développement de la littératie en santé tout au long de la vie, et ce, de la périnatalité jusqu'au plus grand âge. Et je ne vais pas revenir sur la périnatalité parce que ça sera l'objet de la prochaine communication. Dans un souci de réduire, ou tout au moins de ne pas aggraver les inégalités sociales existantes, avec une vision d'universalisme proportionné, en prenant en compte la pluralité des champs d'intervention, qu'ils soient sociaux, éducatifs ou médicaux, et ne pas travailler en silo, mais se dire que sans doute la rencontre entre ces champs est une véritable force pour penser nos approches pro-littératie, avec des actions évidemment qui doivent être évaluées tout au long de leur mise en œuvre jusqu'à leur fin. C'est également être en mesure de favoriser la participation active des personnes concernées dans les interventions visant à soutenir et promouvoir la littératie en santé. Alors quand je dis ça, vous allez me dire, mais bien sûr, en cohérence avec ces principes d'émancipation, d'empowerment qu'on connaît bien, sauf que si on veut vraiment être dans une démarche pro-littératie, ben, il ne s'agit pas forcément de faire participer ceux qui ont déjà le plus facilement accès au système, mais d'aller à la rencontre de ces personnes qui sont le plus éloignées et qui présentent peut-être des niveaux plus faibles en littératie en santé. Pourquoi? Mais parce qu'elles pourront bien mieux nous guider dans les réflexions que nous pourrons porter sur l'intelligibilité de notre système. Il s'agira alors de prendre appui sur, évidemment, leurs connaissances, leurs expériences, et on pourra ainsi accompagner des dispositifs d'action communautaire, toujours dans cette perspective pro-littératie. Enfin, créer des environnements pro-littératie, c'est donc dépasser cette approche individuelle sans surresponsabiliser la personne, mais vraiment penser une approche qui se veut beaucoup plus collective, structurelle, en tenant compte du niveau de littératie en santé des personnes afin de faciliter l'expression de leurs capacités et non l'inverse, et puis en combinant différents moyens d'action, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois faciliter l'accès à l'information en santé, et au parcours, aux moyens d'intervention dites simples. Il n'y a pas de petite intervention, il y a des interventions plurielles et les interventions simples en font partie. C'est être capable de proposer des interventions d'éducation en partant des savoirs expérientiels, des ressources des personnes, et puis aussi s'intéresser à la formation des intervenants, des champs, que ce soit le champ social, le champ médical, le champ éducatif, parce que ça passe évidemment par la préparation, la formation des professionnels, que la transformation de nos pratiques. Alors, bref, retour sur la question du numérique, parce qu'il était aussi question de parler du numérique ensemble. Si on vient un petit peu coller nos principes sur les interventions au service de la littératie en santé numérique, ben, c'est tout d'abord penser sans doute le renforcement des compétences individuelles et collectives en développant la littératie en santé dès le plus jeune âge, en incluant l'analyse critique de l'information numérique, et ça chez les plus jeunes aussi, parce qu'on sait que beaucoup de choses se jouent à ce moment-là. C'est être capable de concevoir des contenus et des technologies accessibles,
adapté aux réalités socioculturelles et aux capacités des publics. Et puis, c'est agir sur les systèmes et les environnements en maintenant des accompagnements humains complémentaires du numérique. Le numérique ne peut pas tout. On l'a vu, prise de rendez-vous pour les vaccinations via Doctolib pendant la Covid. Eh bien oui, ça ne répondait pas aux besoins de tout le monde et il a fallu parfois apporter, remettre de l'humain pour accompagner ces prises de rendez-vous. C'est aussi déployer des politiques d'inclusion numérique et d'accès aux droits dans les services sociaux et de santé. Donc, utiliser les outils numériques comme levier de prévention, d'information et de coordination, c'est les penser sans accroître les inégalités sociales de santé, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire sans, mais c'est plutôt se dire comment on l'accompagne au quotidien et notamment pour ceux qui en ont le plus besoin d'accompagnement. En conclusion, la littératie en santé, elle peut être définie aujourd'hui comme un écart entre l'intelligibilité d'un système et la compréhensibilité des individus et des communautés qu'ils composent. En cela, la littératie en santé ne se résume pas uniquement à des compétences individuelles ou à des compétences populationnelles, mais il semble important de l'envisager comme un déterminant nécessitant des interventions qui sont promotrices de santé et qui sont pensées à une échelle de l'organisation. Dans ce contexte, il ne s'agit plus uniquement de se situer dans cette approche individuelle, mais de se concentrer sur la complémentarité des approches en y intégrant l'intersectorialité, la pluriprofessionnalité, l'engagement et le soutien des actions communautaires, la co-construction d'environnements favorables et la prise en compte sans doute de publics prioritaires tels que le champ de la périnatalité et de la petite enfance, et émerge notamment cette notion de parental health literacy qui semble fort intéressante à développer aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et j'espère avoir respecté le temps qui m'était imparti. Et oui, un grand merci Aurore d'avoir respecté le temps imparti en plus et en même temps d'avoir une présentation extrêmement claire, précise, documentée et je pense qui va donner beaucoup de réflexion à nos participants. Là, vous êtes près de 230 participants, donc je pense que l'intervention d'Aurore vous a été sûrement très précieuse. Merci encore vraiment Aurore. Et du coup, comme vous êtes très nombreux, on vous propose un temps d'échange justement avec le professeur Aurore Marga via le QR, donc effectivement qui se trouve le petit bouton juste avec les deux petites bulles avec le point d'interrogation. Donc on vous propose de ne pas utiliser l'onglet conversation, mais le petit onglet QR juste à côté pour poser vos questions. N'hésitez pas, vous avez l'occasion maintenant de poser toutes vos questions au professeur Aurore Marga, même si sa présentation était très claire, mais je pense que c'est l'occasion. Donc, certains d'entre vous aussi posaient la question, j'en profite avant que certaines questions n'arrivent, de savoir si on vous enverra les présentations. Donc ça, normalement, je pense que ce sera possible. On verra ça avec l'ARS, qui notamment Aelora Escandé, qui gère, et on la remercie encore, qui gère l'animation de ce webinaire. Donc, je pense que ce sera possible. Et de toute façon, on vous enverra aussi les différentes références notamment les ressources bibliographiques. Vous en avez certains qui vous ont été aussi donnés là dans la discussion. Alors pour l'instant, je vois pas de questions pour Aurore. Si ça arrive, du coup. Alors, merci beaucoup. Effectivement, donc on va commencer par les différentes questions. Alors, il y a une première question effectivement une question d'une personne qui est professionnelle d'un CCAS et qui demande si les techniques dont vous parliez, Aurore, se rapprochent du FALC, que je pense qu'on dit effectivement. Tout à fait. Le FALC fait partie des interventions simples. Je ne l'ai pas développé, j'en suis désolée, je n'ai pas forcément eu le temps de tout développer. Mais les approches faciles à lire et à comprendre font partie des principes qui peuvent être appliqués dans le champ de la littératie en santé, notamment pour rendre, c'est ce premier niveau d'intervention qui permet de rendre nos informations plus accessibles. Oui. Merci Aurore du coup pour la réponse à cette première question. Alors on a une autre question d'un professionnel de CPTS
Est-ce que justement, alors la question pose sur la progression de la littératie au cours des dernières décennies. Est-ce qu'on avait une mesure possible dans les années antérieures justement au concept de littératie? Est-ce qu'on voit plutôt une progression, une stagnation justement du niveau de littératie dans la population? Alors, la France a participé une première fois aux mesures de l'OCDE en 2013. Donc, on a un recul assez limité si on prend ces chiffres de l'OCDE sur la littératie. Mais ce qui est sûr, c'est et globalement, hein, entre 2013 et 2023, la littératie a globalement diminué. Chez les publics. Alors, on a tendance, vous voyez, hein, je l'ai volontairement mis dans la présentation à dire, ah oui, les jeunes ne savent plus lire, ne savent plus écrire. C'est pas forcément ce public-là qui est le plus à risque aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, les 50-60 ans ne sont pas forcément les mieux dotés sur ces compétences. Donc, il faut être vigilant à nos propres représentations. Donc, euh, on ne s'améliore pas sur ces questions de littératie d'une part, et on a beaucoup de représentations sur le qui va être concerné par ces faibles compétences en littératie. Il faut être assez vigilant parce que parfois on a un public qu'on n'estime pas être à risque et qui pourtant mérite une attention particulière. Merci Aurore du coup pour ces précisions. Toujours aussi la même question, toujours du même professionnel de CPTS. Est-ce que vous faites une différence entre la littératie en santé numérique et la numératie en santé? Est-ce que je fais une différence entre la littératie en santé numérique et la numératie en santé? Non, sachant que parfois la numératie est aussi employée pour parler des chiffres. Donc attention à ce qu'on souhaite dire, mais en l'occurrence, je pense que là, nous parlons de la même chose. Très bien. Du coup, il y a plusieurs questions qui arrivent. Alors peut-être une question justement, euh, vous en avez parlé à la fin de votre présentation, mais peut-être revenir sur la manière, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour réduire l'inégalité numérique justement. Peut-être rappeler les quelques préconisations pour les réduire. Tout au moins, comment pas l'aggraver? Les inégalités sociales, elles existent. Les inégalités propres à ces questions d'utilisation du numérique, elles existent. Déjà, rien que dans le fait d'avoir ou ne pas avoir les logiciels qui conviennent, le bon smartphone, l'ordinateur, enfin bref. Donc, il y a déjà une question d'équipement. Donc, il faut être soucieux de l'équipement des personnes, des applications qu'on construit qui parfois, on a certains sites internet, par exemple, qui sont accessibles uniquement sur les ordinateurs et pas sur les smartphones. On sait que les personnes sont plus facilement équipées d'un smartphone plutôt que d'un ordinateur. Donc ça, c'est un premier principe. C'est déjà questionner l'équipement des personnes. Le deuxième principe, c'est ne pas perdre de vue que le tout numérique creuse inévitablement les inégalités. Donc, si on veut tout au moins ne pas creuser, c'est être en capacité d'accompagner. Accompagner dès lors que le besoin se fait ressentir et donc questionner les besoins en accompagnement, en littératie en santé numérique. C'est-à-dire, voilà, on a des plateformes, on sait maintenant qu'il y a certaines démarches qui ne se font plus uniquement qu'en ligne, et donc, c'est être en capacité de pouvoir accompagner ces démarches dès lors que, on a identifié chez la personne un besoin. Alors, vous allez me dire comment on identifie le besoin. En étant soucieux des publics les plus à risque, moi, je ne suis pas très favorable aux outils de mesure. Je trouve qu'on ne commence pas forcément bien une relation quand on la commence par un questionnaire, par faire passer en tout cas un questionnaire. Donc, être soucieux des publics à risque, en l'occurrence, les personnes âgées, les personnes les plus éloignées du système tout court et pas uniquement du système de santé, les personnes qui ont un niveau de diplôme plus bas, et puis les personnes en fonction de leur niveau socio-économique de façon générale, même s'il ne faut pas faire de généralité, on peut avoir quand même cette sensibilité au public. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à poser la question. C'est-à-dire que voilà, vous allez avoir des démarches à faire, vous allez devoir vous connecter sur tel ou tel logiciel. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Et je crois qu'il n'y a pas de honte pour la personne à dire, enfin voilà,
c'est pas stigmatisant que de demander à la personne si elle a besoin d'aide. Ce qui serait stigmatisant, ou en tout cas ce qui serait, à mon sens, très gênant, c'est de se dire peut-être que l'autre a besoin d'aide, j'en ai conscience, mais je ne vais pas lui poser la question au risque de paraître stigmatisant. Voilà, ça me gêne beaucoup plus cela que au moins se soucier de poser la question. Donc voilà, être soucieux de la façon de comment on construit nos applications, être soucieux de l'équipement des personnes et puis toujours penser l'accompagnement humain comme une option possible. Merci Aurore hein, pour toutes ces propositions hein, pour justement ne pas aggraver, hein, je crois que c'est le message qu'il faut retenir, ne pas aggraver les inégalités sociales de santé, en particulier autour du numérique justement et de littératie en santé numérique. Bon, c'est le message qu'on essaie effectivement de faire passer le plus souvent nous-mêmes, aussi en promotion de la santé, donc c'est très important de le rappeler. Merci pour toutes ces possibilités que vous nous avez données. Alors, il y a beaucoup de questions encore. Malheureusement, on va pas pouvoir toutes les poser parce que effectivement le temps passe et que nous avons aussi une autre intervention attendue d'Anne Laurent. Et certaines des questions que vous posez dans le chat justement à Aurore, je pense, vont trouver des réponses enfin, particulièrement par rapport à l'intervention d'Anne Laurent. Donc, je vous propose de laisser la parole justement à Anne. Anne Laurent, qui est donc chargée de projet à Pas de côté en santé et qui va nous présenter effectivement le travail réalisé sur le guide littératie en santé périnatale qui a été travaillé avec l'ARS Île-de-France et qui est paru l'année dernière en avril 2025. Anne, je te laisse la parole. Alors, est-ce que vous voyez, bonjour, est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez mon PowerPoint, c'est bon? Oui, très bien, merci. Oui, c'est bon. Ok. Bah, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Anne Laurent. Je suis chargée de projet au sein de l'association Pas de côté en santé et nous avons accompagné la démarche dont Cécile Casier vous a parlé tout à l'heure, de réflexion autour de la mise en action autour des questions de littératie en santé, particulièrement dans le champ de la périnatalité. Alors, Votre micro est coupé. oui. Anne, on t'entend plus. Ton micro est coupé. Anne, Vous m'entendez? est-ce que... C'est bon? Oui, là c'est bon. Merci beaucoup. On t'entendait plus. Oui, donc je ne sais pas du coup où j'ai été coupée. L'idée, c'était donc, comme l'a soulevé Cécile tout à l'heure, de travailler avec un certain nombre de professionnels du champ de la périnatalité, mais aussi du champ du social, d'associations, etc., autour de la réflexion sur des pistes d'action concernant la littératie dans le champ de la périnatalité. Alors peut-être resituer un petit peu la manière dont on a travaillé. Ce groupe de travail est parti de l'enquête HLQ que Cécile vous a évoquée tout à l'heure, à partir de laquelle le groupe a construit des profils et des étiquettes, un peu des profils de femmes, des vignettes, où on a construit ensemble des portraits de femmes enceintes avec un certain nombre de caractéristiques à partir des résultats statistiques de l'enquête. Et à partir de ces différentes vignettes, le groupe a élaboré des actions possibles pour répondre aux problématiques de ces femmes. Ces actions ont été listées, triées, priorisées, leur faisabilité a été mesurée. Et c'est à partir de ce travail-là de ce groupe que nous avons construit les 3 guides dont je vais vous parler maintenant, évidemment en les confrontant à une revue de la littérature et en essayant de repérer dans la littérature les stratégies qui apparaissaient comme les plus pertinentes pour réduire ou tout au moins ne pas aggraver les inégalités sociales de santé et intégrer les questions de la littératie dans le champ de la périnatalité. Donc ce travail est à la fois issu du groupe et de l'expérimentation et du projet dont Cécile vous a parlé en introduction, et puis d'un travail de recherche sur des stratégies pertinentes.
Donc aujourd'hui, il existe trois documents qui se complètent les uns les autres. Un premier qui s'appelle Comprendre, qui vise à définir la littératie en santé, qui reprend un certain nombre des éléments que le professeur Aurore Marga vous a présentés tout à l'heure, et puis qui décrit le projet LISA avec la présentation de ses vignettes, etc. Le deuxième guide qui est plutôt un guide autour de l'action, avec des exemples d'actions à des échelles et auprès de publics différents. C'est plutôt autour de ça que je vais organiser ma présentation aujourd'hui. Et il est vrai que ce guide peut à la fois, alors il y a beaucoup d'exemples qui ont trait à la périnatalité, mais qu'il y a aussi un certain nombre d'outils, de liens avec des ressources qui peuvent être utilisés dans n'importe quel champ. Et puis enfin, le troisième document qui est un dossier documentaire qui est un peu la synthèse de tous les éléments bibliographiques et plus qu'on a intégré dans ce travail. Donc les trois documents sont en ligne sur le site. Le On a micro perdu s'est votre coupé à son. nouveau. Donc le travail qui a été organisé en essayant de reprendre les différentes dimensions de la littératie en santé. Aurore vous a présenté le schéma de promo santé Île-de-France que je reprends à mon compte. Et l'idée, c'est de réfléchir à comment on peut travailler et mener des actions autour de chacun de ces éléments de la littératie en santé. Donc, on a travaillé à la fois sur ce qui s'appelle la dimension d'accession et d'accessibilité à des ressources, avec des éléments que vous allez retrouver de l'intervention précédente, qui est de veiller à la diversité des sources, à des modes de communication, des sites, etc., mais aussi quelque chose qui est particulièrement important dans le travail autour de la littératie en santé, c'est vraiment ne jamais oublier de travailler avec les femmes et de les questionner et d'avoir un dialogue avec elles sur leurs propres sources d'information. C'est-à-dire où elles vont-elles chercher l'information sur les questions de périnatalité et de grossesse et d'avoir un dialogue autour de ces sources-là. La deuxième, le deuxième temps de travail et le deuxième type d'action possible, c'est autour de la compréhension des informations données dans le champ de la périnatalité. Et là, je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que la responsabilité de la compréhension des informations ne leur relève pas seulement des compétences des femmes ou des familles en littératie, mais bien du système de santé et des professionnels qui ont à construire une information la plus intelligible possible, ce qui veut dire effectivement interroger la lisibilité des documents qu'on produit, mais aussi interroger les postures professionnelles et les modes de communication avec les femmes ou avec les parents qu'on rencontre dans le cadre des suivis de grossesse. Et puis, c'est aussi agir auprès des femmes et auprès des professionnels et créer des environnements favorables, c'est-à-dire reprendre les trois thématiques sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure dans le cadre du guide. C'est que les professionnels membres de ce groupe ont proposé trois grandes stratégies d'action autour de ces éléments-là de la littératie en santé. Et puis, s'appuyer sur des outils et des techniques ad hoc, on y reviendra tout à l'heure. Et puis, faire des choix dans les informations essentielles. Il se trouve qu'en Île-de-France a été collecté un peu le nombre de productions autour de la grossesse et en périnatalité. Et une structure qui a collecté un peu ces informations a mis à jour plus de 800 documents différents à destination des femmes enceintes autour des questions de périnatalité. Donc, on a un vrai travail à faire aussi entre professionnels, entre structures, sur la production de documents, puisque évidemment, c'est pas aux femmes après de faire le tri entre l'ensemble des documents dont les informations ne sont pas toujours cohérentes, etc. Donc, c'est aussi dans le travail autour des questions de littératie en périnatalité, mais je pense que c'est valable sur tous les sujets, c'est faire des choix dans les informations essentielles. Évaluer, c'est-à-dire travailler sur la fiabilité des sources. Et là, c'est aussi intégrer les femmes et les usagers à la question de cette fiabilité
et avec des propositions d'ateliers autour des actions d'analyse critique des sources fiables en périnatalité. D'abord, les professionnels entre eux, parce que je ne suis pas certaine que tous les professionnels utilisent et s'appuient sur les mêmes sources. Donc, vraiment avoir un travail d'analyse critique des sources qu'on peut indiquer aux uns et aux autres, et puis avoir une analyse critique des sources que les femmes utilisent aussi pour que les professionnels puissent s'appuyer dessus dans les conseils et les dialogues avec les femmes. Et puis la dernière partie du travail et des actions, c'est autour de la notion d'applicabilité des informations en périnatalité. Et là arrive une question essentielle dans le champ de la littératie en santé, c'est comment les informations, l'accompagnement qu'on va proposer aux femmes va leur permettre de resituer toutes ces informations dans leur contexte de vie, de prendre des décisions favorables à leur santé, mais aussi des décisions adaptées aux moyens, aux ressources, à l'environnement particulier dans lequel elles vivent. Et c'est là aussi que vient s'intégrer une forme d'action un peu différente. C'est à la fois l'intelligibilité des informations qui sont partagées, mais aussi ce qu'on appelle la décision partagée, c'est-à-dire comment on travaille avec les femmes et avec les parents, la négociation autour de l'applicabilité des informations qu'on leur donne. Et puis, dernier élément autour de cette applicabilité, c'est qu'elle fait forcément appel à un travail en réseau. Aurore a parlé tout à l'heure de la nécessité de former des professionnels qui ne sont pas seulement issus du champ de la santé, mais qui sont aussi issus du champ du social, etc. Et c'est notamment dans cette applicabilité que le travail en réseau va être particulièrement important dans le champ de la périnatalité. C'est comment l'articulation entre les travailleurs sociaux, entre les associations, entre les structures d'hébergement et entre les professionnels de santé va pouvoir se construire pour que les informations données aux femmes dans le cadre de leur suivi de grossesse puissent être mises en œuvre le mieux possible avec un accompagnement ad hoc qui correspond à leur situation et à leurs besoins. Alors, le guide a été construit autour de trois parties. La première partie s'intitule Agir auprès et avec les professionnels. Et autour de cette première partie ont été identifiés cinq enjeux, cinq éléments particulièrement importants. Le premier, c'est travailler avec les professionnels, c'est la nécessité d'introduire de la cohérence dans les approches et les manières de faire au sein d'une même équipe. C'est-à-dire qu'Aurore a évoqué tout à l'heure le fait que le travail sur la littératie ne pouvait pas être qu'un travail individuel auprès du renforcement des compétences des femmes elles-mêmes, d'où la nécessité de travailler avec les professionnels, de travailler à plusieurs, de travailler de préférence en équipe, pour veiller dans un premier temps à ce qu'il y ait une certaine cohérence dans les manières de faire, dans les manières d'accompagner les femmes, dans les manières de traiter des questions de l'information et de la littératie en santé. C'est introduire de la cohérence dans les manières de faire d'une part, mais aussi dans les informations partagées. Et quand on accompagne des équipes, et on a accompagné quelques équipes autour de cette question de l'information, et on s'aperçoit qu'il y a une différence entre choisir et sélectionner les informations que les professionnels pensent devoir transmettre et les informations dont les femmes ont besoin pour comprendre leur parcours et prendre des décisions. Donc, autre élément à travailler entre professionnels, c'est aussi de se mettre d'accord sur les informations à partager, qui donne quel type d'informations, de veiller à leur cohérence et de veiller à ce que on ne fasse pas des femmes, on n'ait pas envie de transformer des femmes en expertes de toutes les informations médicales à partager, mais bien quelles sont les informations qui peuvent leur être utiles et qui sont nécessaires à ce moment de leur grossesse pour prendre des décisions favorables à leur santé. D'où l'intérêt de travailler à plusieurs et de mettre un peu sur la table
qui partage quoi comme information, de veiller à ce que ces informations soient cohérentes. Quand on travaille avec des femmes, pour exemple, elles nous racontent souvent que en périnatalité et notamment sur, par exemple, les questions d'alimentation des très jeunes enfants, les informations partagées par les professionnels ne sont pas toujours de même nature et ne sont pas toujours cohérentes. Et c'est à elles de se repérer dans les informations, d'aller chercher la source, etc. Et ce n'est pas à elles de porter la responsabilité de la cohérence des informations, mais bien aux professionnels qui les accompagnent. Sélectionner les informations clés à partager, je viens d'en parler. Et puis donner des outils pratiques à introduire dans les pratiques des professionnels. Donc, je ne vais pas revenir sur des techniques simples de reformulation dont Aurore Marga a parlé tout à l'heure. L'intérêt du teach back, c'est que ça renverse un petit peu là aussi la prise de responsabilité. C'est qu'on ne demande pas aux femmes si elles ont bien compris, mais ce sont les professionnels qui se questionnent sur leur pédagogie en posant la question de « vous ai-je bien expliqué ?» Ce qui ne donne évidemment pas tout à fait la même posture professionnelle et la même nature du lien entre les professionnels et les femmes. Et puis, les stratégies qui ont été privilégiées dans le groupe, c'est d'abord se former à la question de la littératie en santé. Alors, il existe aujourd'hui des parcours plus ou moins complexes de formation aux questions de littératie et de littératie en santé. Je vous ai mis à la fin du PowerPoint des ressources et notamment une formation en ligne de 2 heures qui est une initiation à la littératie en santé que vous pouvez suivre en ligne, seul ou à plusieurs, c'est encore mieux, pour prendre connaissance des quelques points de repère autour de la question de la littératie en santé. Autre élément que les professionnels ont souligné, c'est la nécessité de se former en équipe. Et là, la littérature qu'on a explorée montre que, évidemment, plus on intègre de compétences différentes au sein d'une même équipe dans les formations, plus cet objectif de cohérence des discours, de cohérence des postures, de cohérence des informations proposées aux femmes va être importante. Autre élément important et particulièrement efficace autour des questions de littératie en santé, c'est intégrer notamment des formations à la littératie en santé, aux concepts, aux manières de faire, etc. Mais c'est aussi intégrer des formations autour de ce qu'on appelle la décision partagée et des techniques de décision partagée. C'est-à-dire qu'on revient à cette question de l'applicabilité tout à l'heure. Il ne suffit pas de partager des informations intelligibles. Encore faut-il, dans l'accompagnement, intégrer aussi la manière dont les femmes vont pouvoir s'en saisir et ça fait forcément appel à de la négociation et à de la décision partagée. Donc, en termes de formation, le combo le plus efficace, c'est de combiner à la fois des formations sur les concepts en littératie en santé et sur un certain nombre de techniques simples de reformulation qui vont rendre l'information intelligible, mais c'est aussi se former à travers des situations et des cas pratiques à des techniques de décision partagée pour aller jusqu'au bout du processus d'accompagnement des femmes. Deuxième élément que le groupe de travail a choisi d'aborder dans le guide, c'est là aussi, ça rejoint tout à fait la première intervention, c'est agir auprès avec les femmes et les parents et avec un certain nombre d'enjeux. C'est s'appuyer sur les savoirs expérientiels, on en a déjà parlé, mais c'est aussi les reconnaître comme légitimes. Et ça veut dire que dans les équipes et en amont, cela nécessite souvent d'avoir une petite réflexion sur quelle place on donne au savoir expérientiel des femmes et est-ce qu'on est bien d'accord pour reconnaître que ce savoir est légitime au sein d'une équipe et qu'on est d'accord pour le prendre en compte et les valoriser. C'est aussi travailler avec les femmes pour partager et confronter les savoirs professionnels et les savoirs profanes.
Et puis, l'enjeu, c'est évidemment de développer l'empowerment des femmes, leur capacité à agir et leur capacité à dire et à prendre des décisions dans le suivi de leur grossesse. Alors, par rapport à cet élément-là, plusieurs stratégies ont été valorisées par le groupe de travail. C'est d'abord, évidemment, le développement d'actions collectives au sein des maternités, puisque au moment de l'accouchement, alors il y a peu de maternités qui développent ce type d'action, mais c'est de dire le moment de l'accouchement est un moment privilégié pour donner la parole à l'expérience des femmes, partager des connaissances avec cette idée que développer des actions collectives, mixer les publics pour partager les expériences, c'est-à-dire faire appel à des groupes où à la fois des femmes primipares, des femmes qui ont déjà accouché plusieurs fois peuvent venir participer à ces ateliers est une stratégie particulièrement pertinente en termes de littératie en santé. Cela nécessite que les professionnels qui vont animer ces actions collectives soient formés aux techniques d'animation, c'est-à-dire que dans la littérature, ces actions collectives ne sont pertinentes que si elles sont animées par des professionnels formés aux techniques d'animation et à la prise de parole. Pourquoi il nous a pas prévenus? Je crois qu'il y a quelqu'un sur... Deuxième stratégie qui a été particulièrement mise en avant dans ça ce n'avait pas guide, l'air de l'inquiéter du coup de ne pas c'est donner quelque chose qui a été aussi évoqué dans la première intervention, c'est cette idée de travailler en réseau et de sortir des structures de soins pour aller vers les femmes et investir les lieux de vie des femmes, notamment les centres sociaux, les structures où elles ont peut-être plus l'habitude de se regrouper et de participer à un certain nombre d'actions et d'activités, avec le déploiement de ce qu'on appelle les cercles de grossesse. Donc, les cercles de grossesse, ce sont des organisations où on sort des structures de soins pour aller rejoindre les femmes dans leur lieu de vie et où on va travailler avec elles un certain nombre de surveillance de leur grossesse avec des gestes simples qui vont se faire dans le cadre de ce cercle de grossesse et dans un espace privilégié par rapport à une structure de soins et surtout de manière collective. Et puis enfin, c'est de développer les approches communautaires en santé, c'est-à-dire de développer des espaces où pas seulement les femmes, mais les femmes et les professionnels vont se retrouver pour négocier ensemble et construire des projets communs. Alors, un exemple qu'on a cité tout à l'heure, c'est de commencer à travailler professionnels, femmes ou familles ensemble sur les ressources utilisées, en matière d'information sur la grossesse, c'est-à-dire de partager les sites internet, les boucles WhatsApp, les documents que les uns et les autres ont trouvés et essayer ensemble de construire une analyse critique des différentes ressources et de choisir celles qui paraissent les plus pertinentes aux uns et aux autres. Dernier axe de ce guide, c'est agir sur l'environnement. Donc là aussi, Aurore, on a déjà parlé tout à l'heure, avec comme enjeu effectivement de créer un environnement pro-littératie, de développer aussi des approches cohérentes, on en a déjà parlé tout à l'heure, de l'accueil à la prise en charge et au suivi, c'est-à-dire de s'interroger sur le moment où les femmes poussent la porte du service ou de la maternité jusqu'au moment où elles repartent pour un suivi de grossesse, que tout cet environnement et toute cette organisation-là soit une organisation pro-littératie. Et puis, c'est s'appuyer aussi sur un état des lieux et des constats partagés. Alors là aussi, plusieurs stratégies sont possibles et on a parlé tout à l'heure d'actions simples et d'actions complexes. Alors souvent, cette question d'environnement pro-littératie peut effrayer un peu parce qu'on a l'impression qu'il faut d'abord s'attaquer à l'ensemble d'une organisation énorme, mais il y a plein de petites stratégies qui permettent de commencer à réfléchir à une organisation pro-littératie. La première action possible, c'est de s'intéresser aux salles d'attente.
Les salles d'attente sont des endroits où il y a une information à profusion, des affiches, des flyers, etc. Et je vous invite à regarder la fiche LISA de culture et santé sur cette question-là. Et travailler sur la salle d'attente, c'est déjà s'interroger sur quelles sont les informations clés qu'on a envie de partager dans notre salle d'attente. C'est d'essayer de rassembler les thématiques, de ne pas de limiter le nombre d'informations qu'on affiche et qu'on produit dans la salle d'attente. Peut-être de faire tourner les informations, d'utiliser des supports qui soient les plus intelligibles et surtout de laisser des messages qui permettent de rendre lisible le fait qu'on peut poser des questions aux professionnels de santé sur les informations qui sont affichées dans la salle d'attente. Donc, l'aménagement de la salle d'attente, le choix des informations, le choix des supports qui sont donnés, le choix des thématiques qu'on va privilégier est une première action pro-littératie qui peut permettre de tirer un premier fil et qui n'est pas excessivement complexe à mettre en œuvre. Bien évidemment, on peut associer les professionnels et les femmes usagères de cette salle d'attente à cette question de l'aménagement sur les informations qu'on y trouve et qui apparaissent comme pertinentes. Deuxième action possible, c'est ce qu'on appelle un diagnostic en marchant. Et là, ça rejoint aussi une approche communautaire, c'est-à-dire que les diagnostics en marchant, ça consiste à se promener dans un établissement et dans un service, à construire ensemble une grille d'évaluation et à aller regarder depuis le moment où on pousse la porte, juste au moment où on entre dans un bureau de consultation, toutes les informations, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer et qui ont trait à la littératie. Donc, ça va de la compréhension des démarches administratives jusqu'au fléchage des différents services, jusqu'à l'accès aux documents et à la compréhension des documents administratifs qui sont remis. Et le diagnostic en marchant, ça consiste à faire ensemble le parcours d'une femme au sein de l'établissement et à essayer de repérer toutes les difficultés d'orientation, de signalétique, de compréhension des démarches administratives au sein d'un parcours de suivi de grossesse. C'est une action un peu plus complexe qui demande un peu plus de temps et qui demande surtout une élaboration un peu méthodologique, puisqu'il faut repérer ensemble ce qu'on va observer dans ce parcours, qu'est-ce qui est important à regarder et qui peut participer d'une démarche pro-littératie. Et puis ensuite, on se promène en groupe mixte et on repère les éléments qui paraissent poser problème pour construire ensuite des améliorations. Et puis, troisième action possible, mais bon, il y en a plein d'autres dans le guide, c'est réaliser un diagnostic complet au sein du service. Et là, on va s'appuyer notamment sur la grille et les questions et la liste qu'Aurore vous a proposé tout à l'heure. Et on va s'intéresser à la fois à l'intérêt de l'organisation pour les questions littératie, à la place des usagers dans le choix des documents, à la formation des professionnels. On va s'intéresser à l'ensemble des dynamiques et des éléments que Aurore vous a cités tout à l'heure. Et c'est en général dans ce type d'action qu'on va évidemment intégrer, y compris le service communication, y compris le service qualité d'une structure ou d'une organisation. Alors, peut-être pour finir, je crois que c'est bon, j'ai à peu près respecté le temps. Pour finir, peut-être rappeler, et c'est ce que Cécile a rappelé tout à l'heure et Aurore aussi, c'est que le niveau de littératie, c'est un système extrêmement complexe et que travailler sur les questions de littératie en périnatalité comme dans n'importe quel domaine, ça peut effectivement commencer par s'interroger sur la lisibilité des documents qu'on fait passer, sur la compréhension des informations, mais ça doit aussi s'accompagner d'une réflexion plus intersectorielle et plus interprofessionnelle
pour ramener de la cohérence dans les parcours, de la cohérence dans les postures des professionnels, de la cohérence dans les informations partagées, pour que ce ne soit pas aux femmes de faire le lien entre les différents professionnels et d'essayer de faire le tri, de s'y retrouver entre des manières de faire différentes ou des informations ou des postures complètement différentes. Évidemment, créer un environnement pro-littératie ne signifie pas, et là aussi je rejoins ce qui a été dit précédemment, cibler uniquement les femmes de très faible niveau en littératie, puisqu'on voit bien que d'abord le faible niveau en littératie, on voit bien qu'il est partagé par presque la moitié de la population qui n'est pas aujourd'hui en capacité de maîtriser les compétences nécessaires à une vie quotidienne simple. Du coup, c'est aussi important justement de travailler un petit peu les stéréotypes qu'on peut avoir sur les niveaux de littératie des femmes qu'on accueille et de travailler en ayant une adaptation la plus fidèle possible aux besoins des femmes qu'on rencontre et de faire attention à cette idée que seules les femmes en difficulté d'insertion sociale ou professionnelle, en situation de précarité, vont avoir besoin d'un accompagnement autour des questions de littératie. Évidemment, elles ont besoin d'un accompagnement, elles, le plus renforcé possible, avec peut-être la mise en place de structures de médiation en santé, etc. Mais il est important aussi, quand on pense un projet pro-littératie, de le penser pour tous les publics qu'on accueille et de pondérer la nature des accompagnements et des propositions qu'on va faire aux besoins des femmes et des familles qu'on accueille. Et je vous ai mis en complément les quelques petites ressources assez simples. Donc, le module de formation de culture et santé qui dure 2 heures et qui est un bon départ pour vous initier à la question. Une fiche sur la littératie en période périnatale, le dossier de promotion de santé dont on va parler tout de suite, et puis le lien au document qu'a produit le groupe de travail autour du projet LISA. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Anne. Merci à toi parce que pour ta présentation à la fois très complète de ce travail, de ce guide, mais aussi voilà, très claire. Donc, c'est aussi très agréable de découvrir tout le travail réalisé et puis toutes les pistes aussi qui sont données grâce au travail sur la littératie en santé, mais en période périnatale. Donc, c'est vraiment, je pense, extrêmement riche pour les participants. Vous pouvez toujours poser vos questions. Alors, avant de passer à la présentation du dossier par Margot, on va proposer une petite partie en 10 minutes de questions-réponses à travers donc toujours le Q&R. Donc, certains ont posé des questions pendant l'intervention d'Anne, donc je vais me permettre aussi de les poser directement. Donc, notamment, est-ce qu'il y aurait des ressources sur les techniques de décision partagée? Par exemple, des sites, des ouvrages. Alors oui, il y a des ressources qui sont dans le guide. Donc vous pouvez. Oui, Alors, si vous téléchargez le guide, il y a un chapitre qui concerne les décisions partagées et du coup, vous allez trouver quelques éléments plus des ressources. Merci Anne déjà pour ces éléments de réponse. Alors justement, il y a aussi des questions sur l'accès à la littératie dès le plus jeune âge. Donc justement, est-ce qu'on peut faire un certain nombre de choses concernant les plus jeunes et notamment, je crois qu'il y avait une question précédemment sur le lien entre littératie et compétences psychosociales, par exemple. Je pense que le lien entre littératie et compétences psychosociales, il est assez ténu, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille les compétences psychosociales et notamment les capacités à prendre des décisions, à se positionner, à avoir une analyse critique, ça fait forcément appel
à la littératie et à la capacité aussi de traduire des informations, de les évaluer, etc. C'est-à-dire qu'avoir une analyse critique, par exemple, qui relève des compétences psychosociales, c'est difficilement faisable, si je puis dire, sans travailler les questions de littératie, l'accès à l'information, la capacité à l'évaluer, la capacité à en faire quelque chose. Enfin, voilà. Donc, je pense que les deux concepts sont liés et sont plutôt imbriqués. Oui, tout à fait. Merci Anne. Et puis, il y a aussi une question qui a été posée aussi pendant l'intervention d'Aurore, mais je pense que tu peux tout à fait revenir sur cet aspect. C'est souvent le manque de temps qui est évoqué pour les professionnels de santé qui ont donc peu de temps parfois à consacrer à ces questions de communication avec les patients et notamment sur la question de la littératie, qui rejoint la question de la littératie. Donc, justement, la question, ça serait quel conseil on pourriez donner pour concilier ces exigences d'emploi du temps que l'on comprend avec la nécessité de rendre intelligible l'information près de toutes les patients et qui requiert de prendre du temps, justement. Donc, C'est vrai qu'on a l'habitude de dire, alors c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup été échangé dans le groupe de travail LISA, puisque on participait beaucoup de professionnels de santé qui ont évidemment toujours évoqué la question du temps. Alors, il y a plusieurs réponses possibles. Il y a celle qui consiste à dire peut-être que passer un peu de temps sur les questions de littératie, c'est aussi gagner du temps par la suite, c'est-à-dire plus on explique, plus on utilise des techniques de reformulation adéquates, plus on travaille sur les manières de communiquer et d'associer les femmes, etc., plus le temps gagné après va être important. Mais je sais que c'est compliqué de penser comme ça parce qu'on pense souvent à court terme. Et puis l'autre chose, c'est aussi s'interroger sur parfois, est-ce que travailler les questions de littératie, c'est pas utiliser le temps, mais l'utiliser un peu autrement. C'est-à-dire, quand on parlait du teachback tout à l'heure, c'est plutôt que de dire avez-vous bien compris, c'est de dire est-ce que je vous ai bien expliqué. Alors c'est vrai que parfois ça rallonge un petit peu le temps de reformulation, de réexplication. Mais je comprends hein, que la question du temps soit particulièrement importante. Et en même temps, peut-être que parfois, passer un peu de temps sur des projets et sur s'interroger sur l'environnement pro-littératie, etc., c'est aussi gagner du temps ensuite dans la prise en charge des patientes et des familles. Donc, je sais très bien hein, que c'est compliqué et cette négociation-là avec le temps et la pression auquel chacun est soumis est compliquée. Et c'est vraiment quelque chose qui a été soulevé par le groupe de travail de façon très forte. Et en même temps, certaines disaient, ouais, mais peut-être que ça vaut le coup d'investir, de se poser un moment, d'investir un peu de temps pour faire les choses autrement et que ça nous fera gagner après aussi du temps et surtout de la qualité des soins et de l'accueil des patients qu'on suit. Mais je sais bien que cette question du temps, elle était, enfin, en tout cas, dans le groupe de travail, elle était au cœur de la réflexion. merci Anne. Alors peut-être on va prendre les dernières questions pour laisser après la parole à Margot pour présenter le dossier littératie justement que Promotion Santé a réalisé qui regroupe un certain nombre de ressources qui ont déjà été présentées. Alors justement, on a parlé beaucoup de la périnatalité et un peu des jeunes aussi, des jeunes enfants, mais est-ce qu'il y aurait, il y a une question qui porte sur les ressources qui existeraient sur la littératie en santé pour les proches aidants non professionnels de personnes âgées. Donc, je ne sais pas si il y a des ressources spécifiques justement qui pourraient être utiles, notamment je pense sur la question de la littératie en santé numérique. Moi, je ne connais pas la première. Bon, c'est peut-être Aurore. Si je peux me permettre, pour revenir
La rescousse d'âne, effectivement, je crois qu'il n'existe pas grand-chose à destination des aidants, encore moins quand les aidants sont aidants de personnes âgées. Et pourtant, c'est un vrai sujet. Donc, si on a quelques chercheurs ou personnes intéressées pour travailler ces questions, c'est un vrai sujet, un vrai sujet. C'est-à-dire la littératie en santé des aidants est un vrai sujet. On parle de parental health literacy pour la petite enfance, mais finalement trop peu de la littératie en santé des aidants et on sait ô combien elle peut être utile, néanmoins. Bah, Oui. voilà une piste à travailler pour les projets futurs. Tout à fait. Bah oui, merci d'avoir souligné comme on dit souvent, les trous dans la raquette, hein. Mais effectivement, là, il y a un vrai besoin et peut-être parmi vous, dans les participants, ça va peut-être susciter soit effectivement, soit côté recherche, mais aussi professionnels de santé ou des associations présentes qui nous écoutent, peut-être l'envie de travailler ces questions, notamment avec des associations d'aidants, si certains sont parmi nous. Donc peut-être, merci en tout cas à toutes les questions qui ont été posées. Je pense qu'on a essayé effectivement de relayer à nos intervenantes vos questions. Il y a peut-être un certain nombre que nous n'avons pas pu relayer, mais on verra si on peut les transmettre à nos intervenantes par la suite pour avoir une réponse. Mais vraiment, merci à tous pour vos questions. Je vais passer la parole désormais à ma collègue Margot Boupiès, qui est donc chargée de projet à Promotion Santé Île-de-France et qui va vous présenter notre dossier. Donc, restez bien jusqu'au bout parce que ces ressources peuvent vous être très utiles pour continuer à travailler cette question littératie. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Voilà. Donc, je vais vous présenter le dossier de littératie en santé, de promotion santé Île-de-France. Juste essayer de mettre en plein écran. Hop, là. Donc, le dossier littératie en santé de l'accès à l'utilisation de l'information en santé, donc vous pouvez le retrouver sur le site de promotion en santé Île-de-France ou y avoir accès via le QR code qu'on a mis donc sur le diaporama. Donc, c'est un outil vraiment à destination des professionnels qui a été élaboré par l'équipe de promotion santé Île-de-France et 40 contributeurs, donc des acteurs de différents champs, des acteurs à la fois institutionnels, chercheurs ou acteurs de terrain. Donc, il est structuré en deux parties, vraiment avec une partie pour comprendre les enjeux sur la littératie en santé et une partie pour monter un projet lié à la littératie en santé. Donc, dans la première partie, comprendre les enjeux de la littératie en santé, on retrouve donc des ressources sur le concept de la littératie en santé et aussi des ressources sur les enjeux de la littératie, avec notamment deux infographies commentées, qui à la fois commentées par une chercheuse, donc Aurore Marga, et aussi sur un volet plus opérationnel avec un acteur de terrain, Caroline Caillac, donc, qui était responsable de santé médiation à l'Espace 19, qui permet du coup de vraiment avoir un regard croisé des acteurs sur ces enjeux et vraiment sur le concept de la littératie. On retrouve aussi des vidéos explicatives, donc des infographies pour s'approprier les concepts avec des illustrations concrètes et aussi des données issues, donc des données françaises issues d'études. On retrouve aussi différentes interviews avec, là, j'en ai mis trois en évidence qui nous paraissent en lien vraiment avec le webinaire, donc celle de Stéphane Van Der Broek et de Caroline Stormark qui ont beaucoup travaillé la question du lien entre les inégalités sociales de santé et le concept de littératie en santé. Et aussi une interview de Hilaria Montigny, qui a travaillé donc sur le rôle des outils numériques pour développer la littératie en santé chez les jeunes. On y retrouve aussi du coup les programmes nationaux et franciliens prenant en compte la littératie en santé, avec deux interviews, une de Santé publique France et une de l'ARS Île-de-France, qui évoquaient donc les enjeux de développement de la littératie des franciliens.
Donc, dans la partie Agir, on retrouve sur cette deuxième partie pour vraiment aider les professionnels à monter des projets en littératie. On retrouve donc une infographie interactive sur les stratégies d'intervention qui vous avait été présentée avant par Aurore Marga, où vraiment on a ces stratégies qui sont illustrées par des exemples concrets sur une structure ayant intégré ces trois stratégies. On retrouve aussi du coup des guides pardon, et des appuis méthodologiques dédiés à des projets liés à la littératie en santé, dont les fiches LISA dont Anne-Laurent vous a parlé tout à l'heure. On retrouve aussi des outils de mesure et d'évaluation de la littératie en santé et une interview de Culture et Santé, qui est une association belge de promotion de la santé qui s'est beaucoup intéressée, qui a beaucoup travaillé sur la littératie en santé. Et notamment là, l'angle de l'interview, c'est vraiment comment on développe les environnements pro-littératie. Ensuite, on a toujours dans cette partie Agir, des retours d'expérience, donc six récits de capitalisation, qui ont été réalisés par Promotion Santé Île-de-France avec la méthode CAPS pour permettre aux professionnels qui utilisent le dossier de s'inspirer de projets en identifiant les leviers et les freins pour transférer sur leurs futurs projets. Et enfin, on a une partie sur l'éthique en pratique. Donc, c'est vraiment un éclairage d'expert de Jean-Christophe Minot, qui, à partir des récits des personnes capitalisées, qui a ressorti les enjeux éthiques et les questions autour du développement du coup de la littératie en santé. Et on y retrouve dans cette partie un zoom sur les enjeux éthiques de l'interprétariat médico-social. Et enfin, dans notre dossier, on retrouve une base de données avec des outils d'animation accessibles en ligne ou en commande gratuite, une base de données formation, où notamment on retrouve donc des formations en littératie en santé, qui peuvent être soit en présentiel en Île-de-France ou en e-learning. On retrouve aussi une base de données sur les appels à projets, les appels à manifestation d'intérêt, les prix et les bourses. Et on retrouve aussi donc une base de données de ressources documentaires sur notamment les sujets de littératie, où on retrouve notamment la page du projet que vous a présenté Anne Laurent. Voilà. Et sur le site de Promotion Santé de France, vous pouvez aussi retrouver deux autres dossiers Comprendre et Agir. Un sur les compétences psychosociales des jeunes enfants et de 3 à 15 ans, un sur la participation des habitants, usagers, citoyens, des fiches méthodologiques pour monter un projet en promotion de la santé, mais aussi pour faire des démarches participatives. On a aussi une rubrique consacrée à l'expérience en promotion de la santé, où on retrouve notamment les capitalisations d'expérience que je vous ai présentées tout à l'heure, et aussi toute une réflexion sur les données probantes. On a aussi un dispositif d'auto-formation en ligne pour faciliter la montée en compétences des acteurs en promotion de la santé, notre e-parcours, dont un troisième module vient de sortir sur la santé dans toutes les politiques. Et aussi, on propose des focus thématiques, donc c'est des bibliographies enrichies, dont un est consacré à la littératie en santé et migrants et immigrés. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci. Alors, merci beaucoup, Margot. Donc, c'est la fin de notre webinaire. Nous avons légèrement dépassé d'1 minute, mais vraiment merci à toutes les intervenantes que je vais reciter dans l'ordre. Je les remercie chaleureusement. Donc, Cécile Cazet, le professeur Aurore Marga, Anne Laurent et Margot Goupiès pour l'ensemble de vos interventions qui étaient d'une grande clarté, d'une grande qualité. Je pense que voilà, vous avez pu chacun et chacune apprendre et En fait, c'est un repartir nouveau avec terme, beaucoup d'éléments finalement, sur mais la ça littératie en santé. Je voulais aussi remercier c'est juste la Elora Escandé de terminologie. l'ARS Île-de-France qui nous a Tu permis tu aussi l'avais employé pendant d'animer ton ce master, c'était webinaire. utilisé. Vous étiez Ouais. extrêmement nombreux à nous suivre. Donc encore merci à vous tous de votre participation. Et aussi pour vos questions, vos interactions. Oui, On bah, c'est espère ce que qui ce fait en webinaire fait vous a donné des repères de la théoriques, mais bien méthode. sûr aussi des repères pour la pratique et des clés pour monter vos projets, ce qui nous semble très important aussi. Je voulais juste terminer sur le fait que nous organisons donc régulièrement des webinaires, comme vous l'avez compris, et nous en aurons 2 à 3 autres dans l'année qui sont programmés.
Donc, vous aurez vous pourrez suivre la programmation des prochains webinaires, bien sûr, sur le site promotion-santé.fr, idf.fr, pardon, et aussi en vous abonnant à notre newsletter à partir de la page d'accueil, mais aussi en suivant toutes les actualités de l'ARS Île-de-France. Merci à vous et à très bientôt, j'espère, pour d'autres webinaires. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, beaucoup. au revoir. Bonne journée. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée.